Bonjour. Donc dans cette vidéo, nous allons voir un des chapitres fondamentaux de la thermodynamique qui concerne l'entropie et le second principe de la thermodynamique. Nous avons vu jusqu'à présent une généralité sur les systèmes thermodynamiques et les notions mathématiques utilisées. Nous avons vu également la notion des gaz parfaits et les différentes lois appliquées à ces gaz, et notamment l'équation d'état du gaz parfait, ce qu'il faut retenir par cœur. Et puis nous avons vu deux formes d'énergie, le travail et la chaleur. Donc le travail, c'est une forme d'énergie qui est liée au déplacement, et la chaleur, c'est une autre forme d'énergie. Et on a vu deux sortes de chaleur. On a vu la chaleur sensible, qui peut être, c'est une chaleur qui peut être ajoutée ou enlevée à une substance pour produire un changement de sa température. On a vu également la chaleur latente, qui peut changer l'état d'un corps pur. Il faut noter aussi que ces deux énergies, c'est-à-dire le travail et la chaleur, ils ne sont pas des fonctions d'état. Ça veut dire qu'ils dépendent des chemins suivis. Puis nous avons par la suite, nous avons vu une énergie, ou bien une fonction d'état qui est l'énergie interne U, qui ne dépend pas des chemins suivis, qui dépend uniquement de l'état initial et l'état final. Nous avons vu une autre fonction d'état qui est l'entropie H, qui est égale U plus PV. Donc elle aussi ne dépend pas des chemins suivis. Et puis bien évidemment, nous avons vu le premier principe qui est lié donc à la variation de l'énergie interne, qui est égale à la somme du travail et de la quantité de chaleur échangée au cours d'une transformation donnée avec son environnement. Maintenant, par la suite, nous allons voir la notion d'entropie, qui est une autre fonction d'état, et qui est considérée comme la base du second principe. On va étudier donc sa variation pour devenir ou déterminer la nature des transformations, par exemple. Et puis, dans les prochaines vidéos, nous allons voir les applications concernant les machines thermiques d'ITER. Donc le premier principe de la thermo, il énonce la conservation de l'énergie. Il permet de faire le bilan énergétique des systèmes sans imposer de conditions sur les types d'échanges possibles. Ce bilan énergétique ne permet pas de prévoir le sens de l'échange ou l'évolution thermodynamique des systèmes. Par exemple, le premier principe ne permet pas de déterminer le sens d'une réaction chimique ou simplement le sens de l'échange de la chaleur entre un corps chaud et un corps froid. Par exemple, si on met en contact un corps chaud et un corps froid, donc on sait bien évidemment que la chaleur passe du corps chaud vers le corps froid, et non l'inverse. Donc le premier principe n'exclut pas le transfert spontané de la chaleur du froid vers le chaud. Par exemple, dans cet exemple, il n'exclut pas ici le transfert de la chaleur du corps froid vers le corps chaud. Ça, c'est impossible naturellement. Et si on considère ces systèmes comme étant isolés de l'extérieur, donc on peut calculer la variation de l'énergie interne en utilisant l'énoncé du premier principe. Donc d'état U est égal le travail plus la chaleur. Les deux corps, ils ne se déplacent pas, donc le travail est nul. Il n'y a pas d'échange de l'énergie avec l'extérieur, donc Q est égal à 0. Donc Q est égal la quantité de chaleur échangée par le corps chaud, plus la quantité de chaleur échangée par le corps froid est égal à 0. Finalement, on écrit QC est égal QF. Donc si vous regardez bien ici, le premier principe, il ne permet pas d'indiquer le signe de QC. Est-ce qu'il est positif ou il est négatif? Or, on connaît bien que le corps chaud, il va céder de la chaleur. Donc, QC, il est automatiquement négatif par convention. QF, il va récupérer de la chaleur, bien recevoir de la chaleur, donc QF, il doit automatiquement être positif. Et donc, le premier principe, lui tout seul, ne peut pas nous renseigner sur l'évolution du système, d'où la nécessité d'introduire un second principe. Il faut donc mettre un point, deuxième principe, qui est le principe d'évolution, et qui permettra de prévoir l'évolution du système. Ce deuxième principe, il introduit une nouvelle fonction θ, comme on a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'entropie S, et qui décrit le comportement du système. Il faut noter aussi que S, c'est une fonction d'état. Qui dit une fonction d'état, ça veut dire qu'elle ne dépend pas du chemin suivi, elle dépend uniquement de l'état initial et l'état final. Donc le système, ça veut dire les transformations réelles sont toujours irréversibles. Donc pour calculer la variation d'entropie S, on peut imaginer par exemple une transformation réversible qui a le même état initial et final que notre transformation réelle. Donc à partir de ça, on peut calculer la variation d'entropie S. Puis, si on calcule l'entropie, bien la variation d'entropie S, on peut décrire le comportement du système. Donc, une transformation réversible, ça veut dire en utilisant l'entropie, on peut déterminer par exemple si la transformation il est réversible ou pas. Donc une transformation réversible, c'est quoi? C'est une transformation quasi statique, ça veut dire elle est très lente. Ça veut dire si on considère l'état initial de ce système et ça, l'état final et ça, donc si l'équilibre est réalisé tout ensemble entre les systèmes et les milieux extérieurs, ça veut dire ça c'est les états intermédiaires. Donc à chaque état intermédiaire, il est considéré comme étant un équilibre. Donc de telle façon qu'une
très faible variation des paramètres extérieurs suffit pour inverser le sens de la transformation. Donc, ça veut dire si on veut passer à ça, donc on va ajouter poids par poids. Donc on va ajouter un poids, un premier poids, un deuxième poids, un troisième poids, quatrième poids, jusqu'à la fin. Si on veut inverser le sens de la transformation, il faut juste enlever le poids, puis passer par tous les états d'équilibre qu'avant. Donc ça c'est la particularité des transformations réversibles. La transformation irréversible par contre, c'est une transformation tout simplement qui ne passe pas par tous les états d'équilibre. Elle est toujours brutale ou spontanée. L'origine physique des irréversibilités peut être variée. Il peut être lié par exemple à la non-uniformité des grandeurs intensives du système, notamment le transfert thermique. Comme on a vu tout à l'heure, on a vu un corps chaud, il va céder toujours de la chaleur au corps froid. L'inverse est impossible, donc ce processus il est irréversible. Il y a aussi le déplacement de charge électrique vers les zones de faible potentiel. Par exemple, un courant électrique qui traverse un circuit, il va toujours vers le potentiel le plus élevé, le potentiel le moins élevé. Si on regarde les électrons ils passent de toujours le potentiel plus faible vers le potentiel le plus élevé. L'inverse c'est impossible. Donc c'est un processus irréversible. Donc l'origine aussi peut être due aussi aux forces de frottement dont le travail se transforme en chaleur. Donc ici, supposons un exemple, ici un corps chaud qui est en contact avec un corps froid, par exemple ici. Donc le corps chaud va se refroidir en transférant donc l'énergie vers le corps froid, jusqu'à ce que l'équilibre thermique soit rétabli. Si on veut faire revenir les deux corps à leur état antérieur, donc il suffit tout simplement mettre en jeu plus d'énergie que l'on a été échangé. Donc il n'est pas possible de revenir en état antérieur sans un apport supplémentaire d'énergie. Les transformations donc réelles sont toujours irréversibles. On peut conclure finalement que le transfert spontané de la chaleur, il est toujours caractérisé par l'écoulement de la chaleur des hautes températures vers les basses températures comme ici. Donc c'est un processus irréversible, ça veut dire l'inverse c'est impossible. Maintenant on va voir les énoncés de ce principe. On va commencer par les énoncés historiques, où il y a l'énoncé de Clausius et l'énoncé de Kelvin. Donc on va commencer par le premier où il dit qu'une quantité de chaleur ne peut être jamais transférée spontanée d'un corps froid vers un corps chaud. C'est ce qu'on a vu dans l'exemple précédent. Par exemple, si vous avez une source chaude ici, une source froide ici, donc l'écoulement de la chaleur ne peut jamais être fait à partir de la source froide vers la source chaude. C'est toujours la source chaude qui cède de la chaleur à la source froide. Maintenant, si on regarde l'énoncé de Kelvin, il dit qu'il est impossible de prélever une quantité de chaleur à partir d'une seule source de chaleur unique et de la transformer intégralement au travail. Donc vous avez une seule source de chaleur unique ici. Nous voulons par exemple faire fonctionner un moteur. Un moteur, ça veut dire qu'il va fournir un travail. Donc il est impossible d'extraire de la chaleur à partir d'une seule source et de la transformer intégralement au travail. Ça, c'est l'énoncé de Kelvin. Donc avec une seule source de chaleur, on ne peut pas réaliser un moteur. On ne peut pas fournir du travail, ça veut dire qu'on ne peut pas réaliser un moteur. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux énoncés sont équivalents. Et pour démontrer ça, par exemple, on va commencer par ici l'interdit de Clausius. Ça veut dire on va considérer que ici vous avez le corps froid qui est à la température T2, le corps chaud qui est à la température T1. Donc on va extraire de la chaleur à partir de le corps froid, on va la transférer au corps chaud. Et si on veut par exemple faire fonctionner un moteur thermique, donc le moteur thermique il fait quoi? Il absorbe de la chaleur à partir de la source chaude, il va transformer une partie en travail, et l'autre partie il va être cédée à la source froide. Donc puisqu'il va recevoir de la chaleur, donc I1 est égal à 0, puisqu'il va céder du travail ici, ça veut dire que le travail ici il est négatif, il va céder aussi de la chaleur Q2 à la source froide, donc Q2 est négatif. Maintenant Q2 il est injecté à la source froide, puis on va récupérer cette même chaleur, puis on va la injecter à nouveau au moteur. Finalement, ce processus revient à faire quoi? Revient tout simplement à fournir de la chaleur à partir de la source froide, ça veut dire Q1 plus Q2 au moteur pour la transformer intégralement en travail, et ça c'est impossible selon Kelvin. Si on regarde l'inverse, si on part par l'interdit de Kelvin, donc on va considérer une source de chaleur qui est ici, qui est à la température T2, on va prélever de la chaleur, on va la transformer intégralement en travail. Donc puisqu'on va prélever de la chaleur, ça veut dire QD est positif, on va céder du travail, donc W est négatif. Donc si on veut faire fonctionner avec ça, avec ce moteur, on va faire fonctionner un réfrigérateur de Carnot. Un réfrigérateur fonctionne comment? Le réfrigérateur il pompe de la chaleur, ou bien il pompe de la chaleur à partir de la source froide, donc il va pomper Q2', donc il est positif.
il va recevoir du travail, donc il faut que le travail soit positif. Or, ici, on a W est négatif, donc il faut ajouter un signe moins par convention, donc ici moins W c'est positif. Donc il va recevoir du travail, il va pomper de la chaleur à partir de la source froide, il va changer finalement de la chaleur, ou bien céder de la chaleur à la source chaude, donc qui est un prime et négatif. Maintenant, si on applique le premier principe ici, là où il y a l'interdit de Kelvin, on peut écrire que delta U est égal à 0. Par contre, dans les machines thermiques, on travaille toujours avec des cycles. On a toujours des cycles. Ça veut dire qu'on connaît bien que la variation de l'énergie interne d'un cycle est égale à 0, puisque U est une fonction d'état. Il ne dépend pas du chemin suivi, il dépend uniquement de l'état initial et l'état final. Donc delta U est égal à 0. Et delta U est égal à quoi? Est égal à Q2 plus W est égal à 0. Donc Q2 est égal à moins W. Finalement, ici, moins W, c'est Q2. Donc finalement, ça revient vers quoi? Ce que le réfrigérateur il a absorbé, eh bien, il va pomper Q2, eh bien, il va recevoir Q2, il va pomper Q2', il va céder qu'il y a un prime encore chaud. Donc finalement, ça revient à faire ça. Donc vous avez le réfrigérateur de Carnot, il va recevoir Q2 et Q2' à partir de la source froide, il va céder de la chaleur à la source chaude, et ça c'est impossible selon Clausius. Donc on est parti de l'interdit de Kelvin, on est arrivé à l'interdit de Clausius. Ça juste pour montrer que les désénoncés sont équivalents. Maintenant, si on regarde l'énoncé mathématique, il faut d'abord voir la notion d'entropie. L'entropie, c'est quoi? Donc l'entropie, c'est une fonction d'état. C'est une grandeur extensive qui sert à mesurer le degré de désordre microscopique du système. Donc, par exemple, si on regarde ici, le glaçon, regardez les atomes ici, ils sont liés. Il n'y a pas de déplacement des atomes. Donc ici, l'état du système, il est ordonné. Par contre, si on fait la fusion du glaçon, ça veut dire si on va chauffer la glace, il va se transformer en eau. Il faut regarder les atomes ici, ils sont libres, ils se déplacent partout. On a un état désordonné. Donc on est passé d'un état ordonné à un état désordonné. On peut dire que l'entropie a augmenté. C'est-à-dire l'augmentation de l'entropie, il est finalement lié à le degré de désordre microscopique d'un système. Donc si vous avez S1 ici, l'entropie à l'état 1, et S2 c'est l'entropie à l'état 2, donc S2 moins S1, il est positif, parce que le désordre a augmenté, donc delta S il est positif. Et si on veut comprendre même ça, il y a aussi le troisième principe qui dit que lorsque la température d'un corps tombe vers 0, son entropie tombe vers une valeur limite qui est nulle. Si l'état, ça veut dire si l'état est stable. Ça veut dire à 0 Kelvin, l'entropie d'un système, d'un corps pur est nulle. Donc à chaque fois qu'on chauffe ça veut dire ce corps, il y a l'augmentation de désordre ou bien de degré de désordre dans le système. Finalement, il y a l'augmentation de l'entropie. Maintenant, vous avez différents énoncés mathématiques de second principe, mais ils disent tous la même chose. Par contre, on peut voir ici, par exemple, le premier énoncé qui dit pour tout système fermé, il existe une fonction d'état appelée entropie, qui est égale à la somme de l'entropie échangée avec l'extérieur et l'entropie créée à l'intérieur. Donc ds est égal à delta S échangé, plus delta S produite. Donc il faut juste savoir ici que l'entropie créée, l'entropie ici, c'est une fonction d'état, donc elle ne dépend pas des chemins suivis. Par contre, l'entropie échangée et l'entropie produite, ce ne sont pas des fonctions d'état. Donc le deuxième énoncé ici dit que le deuxième principe est un principe d'évolution qui nous permet de déterminer dans quel sens une transformation va se faire. Le second principe permet de décrire, que ds est supérieur d'égal à delta Q sur TE, ce qui revient à faire l'intégrale, donc delta ds, c'est une fonction d'état, donc delta ds est supérieur égal Q sur TE. Donc Q c'est quoi? Q c'est la chaleur échangée avec l'extérieur. TE c'est la température du système avec qui on change de la chaleur. Tout ça donc c'est, on peut considérer finalement tout ça c'est l'entropie échangée avec l'extérieur, ce qui est ici. Donc c'est l'entropie échangée avec l'extérieur. Donc l'entropie échangée avec l'extérieur c'est tout simplement Q sur TE. Or, on connaît que ds est égal à delta, bien l'entropie échangée plus l'entropie produite. Donc si l'entropie produite est égale à 0, donc delta S est égal à l'entropie échangée. Donc delta S est égal à Q sur TE. Si l'entropie produite est supérieure à 0, donc ds est égal à l'entropie échangée plus l'entropie produite qui est supérieure donc évidemment à l'entropie échangée. Donc si l'entropie, c'est-à-dire si delta S est égal à Q sur TE, ça veut dire que la transformation il est réversible, sinon il est irréversible. Maintenant, si on considère un système fermé, au compte d'une transformation élémentaire, donc nous avons notre système thermodynamique qui peut être un gaz, un liquide. Donc il a une température T. Il va échanger de la chaleur avec le milieu extérieur qui a une température T extérieure. Donc si on écrit la variation d'entropie, donc ds est égal à delta Q réversible. Il faut faire attention à réversible sur T.
Donc souvent, on a dit tout à l'heure que toutes les transformations sont souvent irréversibles. Donc des fois, on peut pas, bien, il est difficile de calculer la quantité de chaleur échangée s'il y a une transformation irréversible. Du coup, puisque S est une fonction d'état, nous, ce qu'on veut ici, c'est pas calculer la quantité de chaleur échangée, c'est calculer la variation d'entropie. Et la variation, et S, c'est une fonction d'état. Elle dépend uniquement de l'état initial et l'état final. Donc pour calculer la variation d'entropie, il suffit tout simplement d'imaginer une transformation élémentaire, bien, une transformation élémentaire surtout réversible, qui a les mêmes états initial et final que la transformation réelle. Ça veut dire si on effectue une transformation à pression constante, bien, dans l'atmosphère si vous voulez, si on veut effectuer une transformation à pression atmosphérique. Donc au début, l'état il est en équilibre thermique. Il est en équilibre thermique, ça veut dire que la pression atmosphérique est égale à la pression, par exemple si le système considéré sur le gaz est égal à la pression du gaz. Puis si on effectue une transformation, peut-être la pression du gaz va changer au cours de la transformation, mais en tout cas au final, le système il est considéré qu'aussi, l'état final, il est en équilibre. Donc puisque l'état final il est en équilibre avec l'extérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression atmosphérique est égale à la pression finale. Finalement, on a la pression finale est égale à la pression initiale. Donc on peut imaginer ici une transformation isobare. Isobare, c'est la pression qui ne change pas, qui a le même état initial et final que la transformation réelle, même si la pression du système change. Donc on a, ça veut dire on a imaginé une transformation réversible qui a le même état initial et final que la transformation réelle. Il faut juste vous rappeler que ici, ce qu'on calcule, ça veut dire l'important c'est pas de calculer la quantité de chaleur échangée avec l'extérieur, mais surtout c'était calculer la variation d'entropie. Donc Q est réversible, et c'est pas la même chose que Q est réversible, ils sont différents. Par contre, S est une fonction d'état, il dépend uniquement de l'état initial et l'état final. Donc on peut imaginer une transformation réversible qui a le même état initial et final. Puis on peut calculer la variation d'entropie à partir de cette quantité d'énergie, bien cette quantité de chaleur échangée. Donc T, il faut savoir ici que T c'est la température absolue du système thermodynamique, ça veut dire c'est la température du système. Parce que ici, ce qu'on calcule ici, c'est la variation d'entropie du système, ça veut dire de notre système thermodynamique. C'est le gaz ou solide ou liquide. C'est pas l'entropie échangée. Donc si on regarde l'entropie, si on veut calculer l'entropie échangée, donc ici la variation d'entropie est égale à l'entropie échangée plus l'entropie produite. Donc l'entropie échangée c'est quoi? C'est toujours la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur sur la température du milieu extérieur, ça veut dire sur la température du système qui échange la chaleur, ça veut dire avec qui on échange la chaleur. Donc si vous avez plusieurs sources par exemple, si vous avez un système thermodynamique, il échange la chaleur avec deux sources. Donc finalement, l'entropie échangée, ce sera quoi? Ce sera la quantité de chaleur échangée avec le premier, ça veut dire avec la première source, sur T1, ça veut dire T1 c'est la température de la première source, plus la quantité de chaleur échangée avec la deuxième source sur la température de la deuxième source. Donc toujours, il faut savoir ici que l'entropie échangée, c'est toujours la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur sur la température d'échange, ou bien c'est la température de contact. Donc Q, c'est tout simplement la quantité de chaleur reçue ou cédée par le système. Maintenant, si on veut calculer l'entropie produite, c'est tout simplement la variation de l'entropie moins l'entropie échangée. Donc si on regarde le signe de ça, donc si l'entropie produite est égale à 0, donc on peut conclure que la transformation est réversible. S'il est supérieur à 0, donc on peut dire que la transformation est irréversible. Donc s'il est inférieur à 0, donc la transformation est impossible. Donc S il est toujours supérieur ou égal à 0. Donc pour résumer, pour calculer la variation de l'entropie d'un système passant de l'état 1 à l'état 2, il suffit juste d'intégrer ds. ds est égal à q réversible sur T. T, c'est la température du système thermodynamique, pas la température d'échange. Donc T, c'est la température de notre système, c'est-à-dire du gaz ou du solide ou du liquide. Finalement, delta S est égal à S2 moins S1 est égal à l'intégrale de tout ça, ça veut dire delta Q réversible sur T, donc à condition d'emprunter un chemin réversible, même imaginaire, car S est une fonction d'état. Maintenant, delta S, ça veut dire la variation d'entropie est égale à l'entropie échangée plus l'entropie produite. Et l'entropie échangée, on sait qu'elle est égale à Q, ça veut dire c'est la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur sur la température du milieu extérieur. Donc finalement, ds, c'est le deuxième principe ça. Donc ds il est supérieur est égal à delta Q sur TE. Donc delta Q sur TE, on va remarquer ici que c'est l'entropie échangée. Donc si ds est égal à delta Q sur TE, ça veut dire que
l'entropie produite est égale à 0. Donc la transformation, elle est réversible. Si ds elle est strictement supérieure à delta Q sur TE, ça veut dire ds elle est strictement supérieure à delta 1, ça veut dire l'entropie échangée. Donc delta produite, ou bien l'entropie produite, elle est différente de 0, ça veut dire elle est supérieure à 0. Finalement, la transformation, elle est irréversible. C'est en cela que le deuxième principe, donc, est un principe d'évolution. Son application nous dira si une transformation est possible ou pas et dans quel sens elle fera. Donc pour vous montrer comment calculer l'entropie, j'ai mis ici 3 exemples par exemple. Le premier exemple ici, il est simple, il demande juste de calculer la variation d'entropie de ce système. Donc ce système qui est notre système ici thermodynamique, c'est le dioxygène. On va le chauffer de 20 à 100. Il demande de calculer la variation d'entropie. Donc ds est égal à delta Q réversible sur T. Donc delta Q réversible, ça veut dire qu'il faut imaginer une transformation réversible qui a le même état initial au final avec la transformation réelle. Ça veut dire avec cette transformation. La température initiale et finale sont différentes. Donc on ne peut pas considérer une transformation isotherme. Le volume final, le volume initial on l'a, mais le volume final on ne peut pas le savoir. Par contre, on a une information qui est une pression constante. Donc on peut imaginer une transformation isobare, donc qui a le même état initial et final que la transformation réelle. Maintenant, on sait calculer la quantité de chaleur à changer avec l'extérieur sous une transformation isobare, donc qui est égale M fois la capacité, ou bien la chaleur massique à pression constante fois dt. Donc ds est égal à delta Q sur T, delta S, il faut intégrer ça. Maintenant, on obtient delta S est égal à 0,07 joules par Kelvin qui est supérieur à 0. Donc qui est supérieur à 0, ça veut dire que l'entropie a augmenté. L'entropie a augmenté, c'est normal, parce qu'on a chauffé le dioxygène de 20 à 100. Tout à l'heure, on a dit que l'entropie est liée au degré de désordre. On a dit qu'à 0 Kelvin, l'entropie est nulle. Donc à chaque fois, la température augmente, l'entropie augmente. Donc ici, notre système il est passé de 20 à 100. Donc automatiquement, l'entropie, ou bien la variation d'entropie, il est positif. C'est-à-dire on est passé d'un état ordonné à un état désordonné. Maintenant, si on regarde l'exemple numéro 2, on a un verre d'eau. Il est à 80, il est abandonné en contact avec l'atmosphère, à température constante. Donc l'atmosphère, elle est considérée comme un thermostat. Ça veut dire que sa température, elle ne change pas. Elle n'est pas influencée par notre système. Évidemment, donc après un certain moment, l'eau va se refroidir. Et finalement, la température finale de l'eau, ce sera égale à 25 degrés à l'équilibre. Donc on demande de calculer la création d'entropie, ou bien l'entropie produite. Donc avant de commencer, il faut juste dire, il faut penser que ça c'est une transformation réversible, parce qu'on a vu ça tout à l'heure. On a dit que le transfert de la chaleur se fait toujours vers le corps chaud vers le corps froid. L'inverse c'est impossible. Ici le corps chaud c'est l'eau. Le corps froid c'est l'atmosphère. Donc il y a un échange de chaleur. Donc l'eau va céder de la chaleur à l'atmosphère. L'inverse c'est impossible. Donc c'est un processus irréversible. C'est ce qu'on va montrer ici. Donc finalement à la fin il faut trouver que l'entropie produite est strictement supérieure à 0. Donc pour calculer l'entropie produite, on va calculer d'abord la variation d'entropie, puis on va calculer l'entropie échangée. Donc pour calculer la variation d'entropie, il faut imaginer, donc on sait que ds est égal à delta Q réversible, toujours il faut faire attention, réversible sur T. Donc il faut imaginer, donc on sait que le processus ici il est irréversible, mais il faut imaginer une transformation réversible qui a les mêmes états initial et final. Donc la température initiale c'est 80, finale c'est 25, donc on ne peut pas considérer isotherme. Le volume c'est 100 grammes, ou bien on va dire c'est la masse, il est lié au volume, donc c'est 100 grammes. La masse finale on ne l'a pas. Mais normalement ici, il ne va pas changer automatiquement, il ne va pas changer le volume. Donc on peut considérer ici une transformation isochore. Mais on a encore plus. Le système il est abandonné en contact avec l'atmosphère. L'atmosphère, vous connaissez qu'il y a la pression de l'atmosphère, elle est constante. Donc à l'état initial, vous avez l'équilibre thermique. Donc ça veut dire que la pression, la pression initiale est égale à la pression atmosphérique. Donc à l'état final, il y a un équilibre. Puisqu'il y a un équilibre, ça veut dire la pression du système est égale à la pression atmosphérique. Donc le P final est égal, ça veut dire la pression finale est égale à la pression initiale. Donc on peut considérer donc une transformation isobare. Donc cette transformation isobare, il a le même état, ça veut dire initial et final, qu'à la transformation réelle qui est ici. Donc on peut calculer la variation de la chaleur. C'est une transformation isobare qui est égale M fois Cp fois dt. Donc avec les mêmes calculs effectués qu'auparavant. Donc on va obtenir delta S est égal à moins 70 joules par Kelvin. Donc on va remarquer ici que delta S il est négatif. Ça veut dire quoi il est négatif? Ça veut dire il a passé d'un état désordonné à un état plus ordonné. C'est-à-dire un état ordonné. Donc c'est normal, on a refroidi le corps parce que
Vous avez l'eau, il était au début à 80, on l'a refroidi, il était refroidi, il est allé à 25. Donc l'entropie a diminué. Maintenant, si on va calculer l'entropie ici, tout simplement c'est la quantité de chaleur comment dire, échangée avec le système, avec l'extérieur, ça veut dire il est échangé avec l'atmosphère sur la température de l'extérieur, ça veut dire de l'atmosphère qui est égale à 25, il est constante. Donc si on calcule, on va trouver la valeur bien de l'entropie reçue. Et puis si on veut calculer l'entropie créée, c'est donc l'entropie créée, tout simplement c'est la variation d'entropie moins l'entropie échangée, qui est strictement positive. Donc c'est l'entropie créée est strictement positive, donc la transformation est irréversible. Maintenant le dernier exemple, on a deux solides indéformables, ça veut dire des volumes constants, avec deux températures différentes, T1 et T2. Donc ces deux solides sont mis en contact, ils sont mis côte à côte dans une enceinte vide, c'est-à-dire l'enceinte ici il est vide. Puisque l'enceinte il est vide, ça veut dire le travail il est nul. Donc les parois sont athermales. Les parois athermales, il n'y a pas d'échange de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur, ça veut dire Q est égal à 0. Donc, au début, on nous dit de déterminer la température d'équilibre TF des deux solides. Donc, si on veut déterminer la température d'équilibre, il faut juste énoncer le premier principe. Donc, le premier principe du système complet est égal à quoi? Le travail plus la chaleur. Donc, du système complet, ça veut dire delta U1 plus U2. Ça veut dire le U, c'est pour le système, pour le corps numéro 1 plus le corps numéro 2. C'est égal le travail de l'ensemble plus la quantité de chaleur de l'ensemble avec l'extérieur. Donc, ils sont dans le vide, donc le travail est nul. Il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, donc U est égal à 0. Finalement, delta U1, 2 est égal à 0. Donc delta U est égal à 0. Plus U, c'est une fonction d'état, et c'est une fonction extensive. Donc on peut écrire que delta U1 plus 2 est égal à delta U1 plus delta U2. Et ça, on sait le calculer. Donc delta U, puisque le corps, bien, on a une transformation isocore, parce que les corps ne changent pas. Donc ici, on a imaginé une transformation isocore, qui a le même état initial et final, parce que à l'état initial, le volume c'est V1. L'état final, le volume c'est toujours V1. Donc le volume ne change pas, donc on va travailler sur une transformation isocore. Donc la variation de l'énergie peut s'exprimer par delta U égale C fois delta T. Donc la delta U1 plus delta U2 est égal à 0. Donc on va remplacer delta U1 par sa valeur, ou bien son expression, delta U2 par son expression. On va déterminer donc la température d'équilibre. Maintenant, si C1 est très supérieur à C2, ça veut dire que la température TF va tendre vers, va être à peu près égale à la température T1. C'est normal parce que toujours la température finale étant toujours vers le corps qui a la capacité, bien la chaleur massique la plus grande. Ici dans ce cas c'est C1. Bien ça veut dire c'est le corps 1. Donc TF va avoir la température du corps numéro 1. Tout à l'heure, on a vu dans cet exemple, la chaleur massique ici de l'atmosphère elle est très grande, elle est infinie. Ça elle est plus petit. Finalement, vous voyez que l'eau, il a pris la valeur. L'eau, la température de l'eau, il serait, c'est-à-dire à la fin, il était égal à 25, ça veut dire à la température de l'atmosphère. Donc c'est la même chose qu'ici. Donc C1 supérieur à C2, donc la température TF est égale à T1. Donc si C1 est égal à T2, donc TF est égal à T1 plus T2 sur 2. Maintenant on va considérer ce cas. Puis on va calculer la variation d'entropie. Pour calculer la variation d'entropie, on fait la même chose qu'avec l'énergie interne, parce que S c'est une fonction d'état, et surtout c'est une fonction extensive. Donc delta S est égal à delta S1 plus delta S2. Donc on sait calculer ça, et on sait calculer ça, finalement on peut déduire la variation d'entropie du système complet, ou bien du système global. Donc delta S1 est égal à delta Q1 sur T, c'est la valeur échangée par le corps numéro 1, c'est la température. La même chose pour DS2. Pour calculer delta DS, il faut intégrer. Donc le corps numéro 1, il va voir sa température passer de T1 à TF. La même chose pour le corps numéro 2, il va voir sa température passer de T2 à TF. Finalement, on a les deux expressions de delta S1 et delta S2. Et delta S, c'est la somme des deux. C'est-à-dire la variation d'entropie, c'est la somme des deux. Maintenant, pour voir, ou bien pour dire est-ce que la transformation est réversible ou pas, donc il faut juste simplement étudier le signe de delta S. Pourquoi? Parce que delta S, maintenant, il est égal à l'entropie créée. Parce que l'entropie échangée, il est nul. On sait que l'entropie, la variation d'entropie est égale à l'entropie échangée plus l'entropie créée. On a les parois athermales. Parois athermales, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur. On sait que l'entropie échangée est égale à delta Q sur T. Plus Q est nul, donc l'entropie échangée elle est nulle. Finalement, la variation d'entropie est égale à l'entropie créée. Donc on va tout simplement
étudier le signe de l'entropie créée. Ça veut dire le signe. Il faut juste étudier est-ce qu'il est égal à 0 ou bien strictement supérieur à 0. Donc, pour voir ça, donc ça veut, simplement il faut étudier le signe de... Ça veut dire le C1 est toujours positif. Ça veut dire il faut étudier le signe de log. Si ça est supérieur à 1, donc le log est positif. Si ça il est inférieur à 1, donc le log il est négatif. Si on fait le nominateur moins le dénominateur, on va le trouver qu'il est positif. Ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur du log, il est supérieur à 1. Finalement, ça veut dire que le log il est supérieur à 0. Et delta S, qui est égal à l'entropie échangée plus l'entropie créée. Donc on a dit que l'entropie échangée est nulle. Donc l'entropie créée est égale, ou bien la variation d'entropie est égale à l'entropie créée. Il est supérieur à 0 parce que delta S il est supérieur à 0. Donc la transformation est irréversible.